Nathalie Elimas, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire. L'éducation donc dans les quartiers où il n'est pas toujours facile de recevoir cette éducation. Pas que dans les quartiers. Et pas que dans les quartiers, oui, aussi dans les zones périphériques, dans les zones rurales, enfin partout où le défi de l'éducation est élevé. Et il l'est encore plus quand on est en période de confinement. On a vu cette semaine beaucoup de difficultés informatiques pour les premiers jours de cours à distance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que c'était simplement la surcharge de connexion? Est-ce que vous avez sous-estimé le défi informatique? Est-ce que vous avez été victime de malveillance ou d'attaques internationales? Alors, l'année dernière, lors du premier confinement, je vais vous dire que la plateforme ma classe à la maison avait été parfaitement robuste. Cette année, mardi matin, il y a eu deux choses. D'abord, un afflux de connexions. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les professeurs que nous avions préparés, formés et nos élèves étaient au rendez-vous. Mais dans le même temps, le site a été victime d'attaques. D'attaques sur le site du CNED et d'attaques sur la plateforme Ma classe à la maison. Donc ça a occasionné non pas un arrêt du système, mais un ralentissement le matin entre 8h et 10h, où effectivement on attendait un peu plus longtemps dans une salle d'attente virtuelle. Ça, c'est le CNED, mais il y a eu également des problèmes sur les ENT, les espaces numériques de travail. Là, c'est plutôt nos lycéens et nos collégiens. Ça, c'est de la responsabilité des collectivités territoriales. Il y a eu 5 régions qui n'avaient pas bien anticipé les choses, et donc il y a eu du ralentissement. Eh bien, avec leurs prestataires, en fait, ils n'ont pas anticipé le flux de connexion. Et là où c'est un peu dommage, c'est que pour ces ENT, lors du premier confinement, il y avait déjà eu ces problèmes de connexion et de surcharge. Ça s'est reproduit également mardi. Ça va mieux dans la plupart des régions. Il y a une région encore qui n'a d'ailleurs pas communiqué sur le sujet et pour lesquelles ça ne fonctionne pas encore bien. Ça devrait se rétablir. C'est quelle région? C'est la région Île-de-France. Qui a des problèmes peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup d'élèves dans cette région et beaucoup d'élèves dans des zones difficiles. Raison de plus pour anticiper quand on sait que ça s'est produit déjà l'année dernière. Pour ce qui est des attaques, vous avez une petite idée? Ce sont des lycéens facétieux et un peu geeks, comme on dit, qui ont voulu planter le système pour être en vacances, ou ce sont des Russes ou des Chinois? Alors, je n'en ai aucune idée et c'est pas à moi de chercher. L'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, y travaille. Le CNED, bien évidemment, a déposé une plainte. Le procureur est saisi, il va faire une enquête. Aucun élève ne s'est retrouvé devant un contenu pédagogique frelaté quand même. On n'a pas installé des faux cours. Non, il n'y a pas eu de faux cours. Il y a eu des tentatives, il y a eu des piratages, il y a eu des attaques pour bloquer la plateforme, ce qui n'a pas été le cas. Alors, certains parents déplorent que dans le cadre de cet enseignement à distance, beaucoup de profs se contentent d'envoyer des PDF, d'envoyer les anciens polycopiés sous forme numérique et ne font pas vraiment cours. C'est un problème ? Les professeurs ont une liberté, c'est la liberté pédagogique. Donc, ils choisissent. Nous mettons à leur disposition des supports, des plateformes. On parle de Ma classe à la maison, il y a Lumni, il y a Eduscol, il y a tout un tas de supports. Donc, les professeurs font finalement comme ils veulent. Mais enfin, il y a eu quand même un franc succès, encore une fois, sur cette plateforme, sur ces classes virtuelles, avec hier pas moins de 800 000 classes virtuelles. Donc, on ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas. Est-ce que les élèves des zones d'éducation prioritaire, soit parce qu'ils sont dans des zones rurales où il n'y a pas de bonne connexion, pas de 4G notamment, soit parce qu'ils sont dans des familles où il y a un ordinateur pour plusieurs membres, est-ce que ces élèves parviennent à ne pas décrocher? Pendant le premier confinement, on a vu véritablement une fracture numérique qui était très très importante. Depuis l'année dernière, parce que justement nous avons anticipé, nous avons travaillé sur cette question, nous avons beaucoup doté nos classes et nos élèves. Je vais vous donner quelques chiffres. 17 000 ordinateurs ou tablettes ont été prêtés ou donnés. Il y a 700 ordinateurs ou tablettes qui sont actuellement en cours de distribution. La réserve de l'administration centrale peut être mobilisée. 7 000 tablettes de la clé 4G. Donc on a beaucoup doté. Je ne dis pas que c'est parfait aujourd'hui. Je ne dis pas que tous nos élèves sont équipés. Mais là, on a des leviers que l'on peut actionner immédiatement. D'abord, ce sont nos fonds sociaux. Dans les établissements, collèges et lycées, il y a des enveloppes qui peuvent être mobilisées tout de suite. Les professeurs, les personnels connaissent parfaitement les élèves, ils savent où sont les zones de fragilité. Et puis, il y a nos alliances éducatives, notamment les cités éducatives, qui sont quand même dotées de plusieurs centaines de millions d'euros et qui, là encore, peuvent intervenir. Alors, la France a plutôt moins fermé ses écoles depuis plus d'1 an que les pays voisins. C'est une exception française. Mais néanmoins, il y aura des dégâts pédagogiques à long terme. Est-ce que le fossé entre les élèves des quartiers favorisés et les élèves des zones difficiles, est-ce que ce fossé va se creuser? Nous avons le moyen de l'évaluer très sérieusement à travers nos évaluations nationales.
Nous avons fait des évaluations comme chaque année au mois de septembre l'année dernière, donc en sortie de premier confinement. En effet, on a constaté des retards et qu'il y avait un écart qui s'était creusé entre l'éducation prioritaire et le hors éducation prioritaire, ça c'est très clair. Mais nous avons également un deuxième tour, si je puis dire, de ces évaluations qui se déroule à la fin du mois de janvier. Et parce que nos écoles sont restées ouvertes, les écarts entre éducation prioritaire et hors éducation prioritaire se sont resserrés à nouveau et nos élèves, en particulier au premier degré, ont rattrapé leur retard en lecture et en mathématiques. Prochaine évaluation, fin juin, fin septembre? Les évaluations se tiennent au mois de septembre. Le président de la République n'a pas posé de conditions sanitaires à la réouverture des écoles maternelles et primaires dès le 26 avril. C'est-à-dire qu'il a déconnecté, quel que soit l'état de l'épidémie, on rouvrira le 26 avril? Je pense qu'on pourra rouvrir le 26 avril. Je dis je pense parce que je ne sais pas quel sera évidemment l'état sanitaire du pays. Est-ce qu'il y aura un nouveau variant? Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais sauf mauvaise surprise, sauf on rouvre. Mauvaise surprise, bien évidemment, on rouvre. Et puis cette période de 4 semaines là, pendant laquelle on a fermé les écoles, il faut quand même rappeler qu'elle est très équilibrée. 4 semaines de fermeture, dont 2 semaines de vacances. Et finalement, il n'y a que cette semaine-là, celle-ci en ce moment, où tous nos élèves sont en distanciel. Puisque je rappelle que la semaine après les vacances, les élèves de maternelle et d'élémentaire seront retournés à l'école physiquement, en présentiel. Alors les syndicats, eux, mettent leurs conditions pour cette réouverture du 26 avril et un peu plus tard pour les collèges et les lycées. Ils demandent des demi-groupes systématiques. Est-ce qu'on pourra faire cette réouverture avec des demi-groupes partout? Ça avait posé des problèmes le 11 mai dernier. Les demi-jauges, c'est difficile à mettre en place parce qu'il faut des infrastructures qui le permettent. Enfin, c'est une organisation quand même assez particulière. Nos lycées ont fonctionné en demi-jauge, là, la plupart depuis le mois de novembre. C'est une organisation à mettre en place, ça n'est pas simple. L'idée, je vous dis, c'est de faire en sorte que nos élèves perdent le moins possible de temps d'enseignement. Et là, on déploiera tout ce qu'il faut, évidemment. Déployer tout ce qu'il faut, ça peut être aussi vacciner les enseignants. Est-il possible de vacciner tous les enseignants qui reprendront, au fur et à mesure des semaines qui viennent, leur travail? Pour la vaccination, vous l'avez bien vu, nous avons procédé par priorisation. Les malades, les vulnérables, comorbidités, puis par tranche d'âge. Le président de la République a dit que désormais, on pourrait vacciner par cohorte, ce qui va être le cas pour les professeurs et pour les personnels, à partir de la fin du mois, fin avril. Et là, la doctrine est en cours d'élaboration. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que ça sera à la fin du mois et que ça se fera selon 2 critères, l'âge et l'exposition. L'exposition, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple professeur ou personnel qui travaille avec des élèves en situation de handicap. On sait que les gestes barrières sont moins respectés, c'est beaucoup plus difficile. Donc typiquement, ça pourrait être cette cible-là. En revanche, le professeur d'université ou de lycée qui fait un cours magistral, lui, il est moins exposé. Il est moins exposé, mais il sera vacciné dans un second temps. À l'heure où nous parlons, les examens de fin d'année sont-ils sûrs d'être tenus? À l'heure où nous parlons, donc pour nos bacheliers, nos futurs bacheliers, les épreuves de spécialité sont annulées et c'est un contrôle continu. L'épreuve de philosophie devrait se tenir le 17 juin et le grand oral, effectivement, devrait se tenir entre le 21 juin, je crois, et le 2 juillet. Période intéressante puisque c'est celle qui est prévue aussi pour les élections régionales. Il faut vraiment les tenir, ces élections régionales, à la mi-juin? Alors moi, j'ai regardé, comme tout le monde, j'ai lu le rapport du Conseil scientifique qui pose un certain nombre de recommandations. Il y a il va y avoir la semaine prochaine un débat à l'Assemblée nationale proposé par le Premier ministre. Il a d'ailleurs sollicité les partis, mais également les associations d'élus afin qu'ils rendent aujourd'hui des contributions et prennent position sur la tenue ou pas de ces élections. À titre personnel, moi je vous dis, il y a quelque chose qui m'interpelle. On nous dit qu'il faudrait avoir vacciné tous les assesseurs et les présidents de groupe. À la louche, comme ça, j'ai fait un petit calcul, ça représente 500 000 personnes. Il faudrait donc avoir vacciné 500 000 personnes pour que ces élections, pour que les bureaux de vote puissent être tenus. Eh bien moi, je vous le dis, je prêche un peu pour ma paroisse, mais je préfère avoir vacciné nos professeurs et nos personnels. Et reporter donc les élections. Faisons passer l'école avant les urnes. Faisons passer l'école avant les urnes. Le calendrier de vaccination est assez clair, on le tient bien. Vous avez vu que nous recevons 12 millions de doses, là, donc nous avançons bien. Et je crois qu'à l'automne prochain, on sera libérés de cette contrainte-là. Et alors, nous pourrons aller tous aux urnes, parce que finalement, on nous dit, vous voulez confiner la démocratie. Mais si les Français ne vont pas aux urnes parce qu'ils ont peur, qu'est-ce qu'on fait? Où est la démocratie dans cette affaire?
Vous nous donnez un calendrier précis pour l'école, vous nous donnez votre sentiment pour les élections. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'avoir un calendrier de réouverture aussi pour les théâtres, les cinémas, les restaurants? On a l'impression que le gouvernement n'ose pas donner des dates. Le président de la République l'a fait quand il s'est exprimé. Oui, un horizon il a donné. Il a donné un horizon. Mais encore une fois, comment peut-on faire autrement que de donner un horizon parce que c'est une crise sanitaire, c'est une pandémie mondiale. Il faut avoir bien évidemment ça à l'esprit. Donc on donne un horizon, on donne une perspective. Ce que l'on dit aussi, c'est que cette fois-ci, on déconfinera beaucoup plus progressivement pour ne pas se tromper. C'est aujourd'hui, Madame la Ministre, le jour de commémoration de la Shoah. Oui. Est-il toujours difficile pour les enseignants, dans certains quartiers, d'enseigner la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, notamment à cause du déni de certains élèves musulmans, pour appeler un chat un chat? C'est un jour en effet très important, c'est un jour mémoriel, c'est un jour de souvenirs. On doit se rappeler aujourd'hui ces 6 millions de morts. On doit aussi se rappeler de la résilience de ceux qui sont revenus. Et avant de répondre à votre question, je voudrais juste vous parler de quelqu'un, une dame que j'ai eu l'honneur de rencontrer, de connaître. Elle habite mon département, le Val d'Oise. Elle s'appelle Frania Eisenbach-Haverland. Elle a écrit un livre sur le tard qui s'appelle « Tant que je vivrai ». Et Frania témoigne inlassablement justement auprès de nos jeunes, dans les collèges, dans les lycées, parce qu'elle dit « je veux qu'ils sachent de quoi l'être humain, de quelle horreurs l'être humain est et a été capable, et surtout je veux qu'ils sachent qu'il n'y a qu'une race, c'est la race humaine ». C'est très important quand on sait qu'aujourd'hui, 1 Français sur 6 ne sait pas ce qu'est la Shoah. Et Frania a dit « j'ai survécu, je dois à l'humanité de raconter ce qu'il s'est passé. C'est mon devoir, comme tous ceux qui ont assisté à un crime. » Voilà, je crois que c'est une très belle réponse Force à du votre témoignage. question. Mais Force du témoignage. Quand on est prof devant Mais une classe et que les gens disent non, ça n'a pas existé, qu'est-ce qu'on fait? Quand on est professeur, depuis 2017, nous avons beaucoup progressé. Jean-Michel Blanquer, d'abord, a voulu que la Shoah soit enseignée dans nos manuels d'histoire dès la classe de CM2. Ensuite, on a fait entrer le mot Shoah dans les programmes de nos élèves de première et de terminale. Et pour répondre plus précisément à votre question, pour aider et pour accompagner nos professeurs qui sont témoins de ces situations, parce qu'il y en a, il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis, comme le dit Jean-Michel Blanquer, eh bien nous les accompagnons. Il y a notamment un vade-mecum qui est à leur disposition et qui est rédigé par l'Éducation nationale, la DILCRA et le Conseil des sages. Ce sont des fiches pratiques avec des cas pratiques qui leur permettent de connaître le cadre juridique, qui contacter et que faire. Et puis il y a aussi nos équipes académiques Valeurs de la République qui sont là pour encadrer les professeurs. Donc il faut évidemment travailler avec les professeurs, il faut travailler sur le programme pour lutter contre le négationnisme. Et puis voilà, je voulais aussi vous parler de cette dame ce matin parce que le témoignage est évidemment poignant et il a beaucoup de force. Et les témoins survivants vont disparaître dans la nature des choses. On n'aura plus ces voix-là. On n'aura plus ces voix-là, ça va manquer. Et c'est donc, je crois, à nous aussi, Éducation nationale, justement, de renforcer nos programmes et de renforcer la connaissance. Je vous dis, moi, je suis interpellée. 1 Français sur 6 ne sait pas ce qu'est la Shoah. Nathalie Elimas, merci. Bonne journée. Merci à vous.